Si vous vous promenez aujourd'hui dans les rues de Florence, de Vienne ou de Paris, vous contemplez la plus belle civilisation jamais bâtie par l'être humain. L'architecture est impeccable. La gastronomie est sublime. Les rues sont sûres et les trains arrivent à l'heure. Tout semble achevé. Et c'est précisément là que réside le problème. Pendant 500 ans, l'Europe a été le moteur de l'histoire humaine. C'est ce continent qui a inventé la machine à vapeur, le moteur à combustion, l'imprimerie, la démocratie moderne et le concept même d'État-nation. L'Europe n'a pas simplement participé à l'histoire, elle en a écrit le scénario. Mais quelque part autour du tournant du XXIe siècle, l'auteur a posé la plume. Et ce que nous observons aujourd'hui est l'un des phénomènes géopolitiques les plus étranges depuis 5 siècles. Un continent de 450 millions d'habitants, doté d'une économie de 20 000 milliards de dollars, qui choisit volontairement de se retirer de l'avenir. Pensez à la République de Venise au XVe siècle. C'était la puissance la plus redoutable, la plus riche et la plus agressive de toute la Méditerranée. Elle contrôlait les routes commerciales, finançait les guerres, brisait les empires. Puis, lentement, au fil des siècles, les routes se sont déplacées. Les marchands sont devenus riches et paresseux. Ils ont cessé de construire des navires pour se mettre à bâtir des palais. Aujourd'hui, Venise existe toujours. Elle est magnifique, elle est prospère. Mais elle n'est plus un acteur, c'est un musée. Un lieu où les descendants de ceux qui faisaient l'histoire vendent désormais des billets à des touristes venus l'admirer. Et si l'on regarde les données, l'ensemble de l'Union européenne emprunte exactement le même chemin. En 2008, les économies européennes et américaines étaient de taille à peu près équivalente. L'Europe était même légèrement plus grande. Aujourd'hui, en 2026, l'économie américaine dépasse celle de l'Europe de près de 50%. Pendant que l'Amérique, malgré tous ses défauts, engendrait des géants pesant 1000 milliards comme Google, Amazon, Tesla ou Nvidia, l'Europe n'a pas créé une seule entreprise technologique valant plus de 100 milliards de dollars en 50 ans. Pas une seule. À la place, elle a construit une forteresse de confort, les meilleurs systèmes de protection sociale au monde, les lois sur la vie privée les plus strictes, un jardin de règles et de régulations. L'Europe a décidé de quitter le monde brutal de la puissance et de la guerre pour entrer dans un paradis de traités et de normes. Elle a cru que si elle se comportait bien, le reste du monde jouerait le jeu. Mais le reste du monde n'a pas joué le jeu. Pendant que l'Europe rédigeait des règlements, la Russie fabriquait des chars. Pendant que l'Europe fermait ses centrales nucléaires par vertu, d'autres construisaient des centrales à charbon pour dominer. Et pendant que Bruxelles débattait de la manière de réguler l'intelligence artificielle, l'Amérique la construisait. Avant d'aller plus loin, posons une question que personne ne pose. Existe-t-il des exceptions? On voit la Pologne bâtir la plus puissante armée du continent. On voit les pays nordiques, la Suède, le Danemark, la Norvège, figurer parmi les sociétés les plus riches et les plus innovantes de la planète. On voit les pays baltes frapper bien au-dessus de leur catégorie. Alors, le déclin européen est-il un mythe? Ces pays sont-ils la preuve que le vieux continent a encore du souffle? Ou ne sont-ils que les canaux de sauvetage du Titanic? Pour répondre, nous allons examiner 4 blessures précises. 4 plaies qui, ensemble, ont vidé le continent de sa substance. Commençons par la plus ancienne. Si vous voulez comprendre pourquoi l'Europe s'affaiblit, ne regardez pas ses banques. Regardez ses casernes. En 1991, l'Union soviétique s'effondre. La guerre froide prend fin. Et dans cet instant d'euphorie, les dirigeants d'Europe occidentale prennent une décision collective qui scellera leur destin. Ils décrètent que l'histoire est terminée. Ils se convainquent que les guerres entre États sont des reliques du passé, que le monde sera désormais gouverné par des diplomates et non par des généraux. Alors ils encaissent les dividendes de la paix. Pendant 30 ans, les nations européennes taillent à la tronçonneuse dans leur budget militaire. Dans les années 80, l'Allemagne de l'Ouest comptait près de 500 000 soldats d'actifs et des milliers de chars prêts à affronter l'armée rouge. Aujourd'hui, la Bundeswehr n'est plus qu'une ombre. Selon les rapports largement cités par les experts et les responsables allemands eux-mêmes, les stocks de munitions de l'armée allemande suffiraient pour environ 2 jours de combat de haute intensité. 2 jours. Si un conflit majeur éclatait un lundi, l'armée allemande lancerait des cailloux le mercredi. La justification habituelle est connue. Nous n'avions pas besoin d'armée parce que nous sommes pacifiques. Nous avons investi cet argent dans la santé, les universités gratuites, les trains à grande vitesse. L'argument est séduisant, mais il repose sur une illusion. L'Europe n'a pas dépensé cet argent parce qu'elle était pacifique. Elle l'a dépensé parce qu'elle était protégée. Pendant 3 décennies, elle a sous-traité sa survie aux contribuables américains. Les États-Unis maintiennent des bases militaires en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne, en Belgique
et aux Pays-Bas. La marine américaine patrouille ses mers. L'armée de l'air américaine garantit son espace aérien. L'Europe a bâti un paradis social à l'intérieur d'une forteresse gardée par des armes américaines. C'est un peu comme un jeune adulte vivant gratuitement dans le sous-sol de ses parents, se vantant d'avoir beaucoup d'argent de poche. Évidemment qu'il en a. Il ne paie pas le loyer. Mais aujourd'hui, le propriétaire se lasse. Tandis que les États-Unis réorientent leur attention vers le Pacifique pour faire face à la montée en puissance asiatique, le parapluie sécuritaire au-dessus de l'Europe se referme. Et soudain, le continent réalise qu'il se retrouve nu en pleine tempête. On pourrait objecter, et la France? La France possède l'arme nucléaire. Elle dispose d'une armée expéditionnaire. C'est un acteur sérieux. La France est en effet la seule nation européenne qui résonne encore comme une grande puissance. Mais raisonner comme une grande puissance et en être une sont deux choses bien différentes. Pendant des décennies, Paris a tenté de projeter son influence par la diplomatie, la culture et les liens économiques, en particulier dans ses anciennes colonies africaines. Mais regardez la carte du Sahel aujourd'hui. Le Mali a expulsé les Français. Le Burkina Faso a expulsé les Français. Le Niger a expulsé les Français. Un à un, les drapeaux tricolores descendent et ceux de nouveaux partenaires montent. Parce que la puissance douce est un luxe. Quand la situation sécuritaire se durcit, il faut plus que des discours. Dans le monde impitoyable de la réelle-politique du XXIe siècle, personne n'écoute le diplomate s'il n'a pas un bâton suffisamment grand derrière le dos. La France a tenté de maintenir une sphère d'influence avec des allocutions et de petits déploiements. Elle a échoué. Voilà la première plaie de cet examen. Une puissance qui ne peut pas défendre ses propres intérêts, qui dépend d'un autre pays pour protéger ses frontières, sécuriser ses voies maritimes et dissuader ses adversaires, n'est pas une superpuissance. C'est un protectorat. L'Europe a échangé sa souveraineté contre une remise sur ses dépenses de défense. Cela semblait être une bonne affaire en 1995. En 2026, alors que la guerre est revenue sur le continent et que la garantie américaine s'estompe, cela ressemble au pire accord commercial de l'histoire. Si l'énergie est le sang d'une économie, la technologie en est le cerveau. Et cela nous amène à la question la plus douloureuse de tout cet examen. Où est le Google européen? Où est l'Amazon européen? Où est le Nvidia européen? Le continent dispose de 450 millions de personnes hautement éduquées, d'universités de classe mondiale comme Oxford ou le TH de Zurich, de marchés de capitaux profonds. Pourtant, si l'on consulte la liste des entreprises technologiques les plus valorisées au monde en 2026, le silence européen est assourdissant. 7 des 10 plus grandes entreprises technologiques mondiales sont américaines. La seule entreprise européenne qui parvient à se glisser dans le top 20 est ASML, et elle ne fabrique même pas de logiciels grand public. Elle construit les machines que les entreprises américaines utilisent pour produire des puces. Il y a SAP en Allemagne qui produit des logiciels d'entreprise. Et il y a Spotify en Suède, le seul véritable succès technologique grand public que l'Europe ait engendré en 20 ans. C'est tout. Dans le même intervalle, l'Amérique a vu naître Tesla, Meta, Uber, Airbnb et OpenAI. L'Europe a produit une application de musique. Pourquoi? Les Européens sont-ils devenus subitement incompétents? Non. Ils ont simplement choisi de jouer un autre jeu. Incapables de rivaliser sur l'innovation, Bruxelles a décidé de devenir la superpuissance de la régulation. Puisque le marché européen est vaste et riche, les multinationales sont contraintes de respecter les règles européennes. Alors Bruxelles s'est concentrée sur l'écriture de ces règles. Le RGPD, le Digital Markets Act, et plus récemment la loi sur l'intelligence artificielle. Cette dernière illustre parfaitement la manière dont une civilisation se met en retrait. En 2024 et 2025, tandis que des ingénieurs à San Francisco dormaient sous leur bureau pour tenter de construire une intelligence artificielle générale, des fonctionnaires à Bruxelles rédigeaient 300 pages de réglementation pour encadrer une technologie qu'ils ne possédaient même pas. Le continent a adopté la première loi exhaustive au monde pour restreindre l'intelligence artificielle avant même d'avoir une seule entreprise d'IT à qui compte. Il est devenu l'arbitre d'un match auquel il ne participe pas. Le résultat est prévisible, les joueurs quittent le terrain. Fin 2025, plus de 30 des plus grands entrepreneurs européens, dont les dirigeants de Spotify et de Mistral, ont signé une lettre ouverte avertissant que cette surenchère réglementaire allait tuer le secteur technologique du continent avant même qu'il ne naisse. Pendant que l'Amérique accélère et que d'autres puissances injectent des milliards dans la puissance de calcul, l'Europe remplit des formulaires de conformité. Les chiffres
confirment l'alerte. Les États-Unis comptent plus de 700 licornes, ces startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars. L'Union européenne tout entière en compte moins de 150. Un écart de 5 contre 1 et il se creuse. Quand un entrepreneur européen a une idée brillante aujourd'hui, il ne va pas à Berlin. Il ne va pas à Paris. Il achète un billet pour San Francisco. Parce qu'on ne peut pas construire l'avenir dans un endroit qui en a peur. Si le dividende de la paix était une erreur, ce qui est arrivé à l'énergie européenne relève du sabotage. Et la victime principale est le secteur manufacturier allemand, le moteur qui maintient toute la zone euro à flot. Pendant 50 ans, le modèle allemand était limpide. Importer du gaz bon marché de Russie, l'utiliser pour alimenter des usines de classe mondiale, exporter des voitures et des produits chimiques de haute qualité vers la planète entière. Cela a fonctionné jusqu'au jour où cela a cessé de fonctionner. Quand les chars ont roulé sur l'Ukraine, le gaz bon marché s'est tari. Et soudain, le modèle économique allemand ne s'est pas simplement fissuré, il s'est évaporé. Mais la tragédie, c'est que ce n'était pas un coup du sort. C'était une blessure auto-infligée. Alors que le monde était en quête désespérée d'énergie propre et fiable, Berlin a pris la décision déconcertante de fermer ses propres centrales nucléaires. En avril 2023, en pleine crise énergétique historique, l'Allemagne a éteint ses 3 derniers réacteurs. Des infrastructures parfaitement fonctionnelles, déjà amorties, ne produisant aucune émission de carbone, mises à la casse. La production industrielle allemande a chuté pendant des années consécutives, reculant de près de 5% rien qu'en 2024. Le nucléaire n'a pas été remplacé par une énergie verte miraculeuse. Il a été remplacé par du charbon sale et du gaz importé à prix fort. Les décisions politiques en Europe ignorent souvent la réalité économique. On ne peut pas faire tourner une superpuissance du 21e siècle avec des prix énergétiques du 19e. Et parce que l'énergie a disparu, les entreprises s'en vont. BASF, le plus grand producteur chimique au monde, icône allemande, réduit définitivement sa présence en Europe pour investir 10 milliards d'euros dans une méga-usine en Chine. La raison invoquée par sa direction est brutale. L'Europe n'est plus compétitive. Ils s'installent là où l'énergie est abordable et où le gouvernement souhaite réellement leur présence. Mais le titre le plus choquant est tombé fin 2025. Volkswagen, le symbole même de la puissance industrielle allemande, a annoncé la fermeture d'une usine sur le sol national pour la première fois en 88 ans d'histoire. À travers la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, la crise de 2008, Volkswagen n'avait jamais fermé une seule usine allemande. C'est chose faite désormais. Voilà ce à quoi ressemble la désindustrialisation. Ce n'est pas une explosion, c'est un camion de déménagement. La production industrielle allemande est aujourd'hui 10% inférieure à son niveau d'avant la pandémie. Les usines ne font pas de pause. Elles sont démontées et expédiées vers d'autres continents. Une puissance qui ne peut plus fabriquer son propre acier, ses propres produits chimiques ni ses propres voitures n'est plus une puissance. C'est un consommateur. Et en ce moment, l'Europe consomme la richesse qu'elle a accumulée au siècle dernier. Elle brûle ses meubles pour chauffer la maison. Nous avons parlé d'armée, d'usines et de code. Mais rien de tout cela ne compte si l'on manque de bras. Et c'est ici que se trouve la blessure la plus profonde, celle qu'aucune politique ne peut refermer. Le continent vieillit à une vitesse vertigineuse et le terme n'est pas une métaphore. C'est une réalité biologique. En 2024, l'âge médian dans l'Union européenne est de 44,7 ans. Aux États-Unis, il est de 39,5 ans. 5 ans d'écart, cela peut sembler dérisoire. Mais en démographie, 5 ans séparent une civilisation en croissance d'une maison de retraite. L'Europe est désormais le continent le plus âgé de l'histoire humaine. Les conséquences se lisent dans le ratio de dépendance, le nombre d'actifs soutenant chaque retraité. En 2010, il y avait 4 travailleurs européens pour chaque pensionné. D'ici 2050, dans des pays comme l'Italie ou l'Espagne, ce chiffre devrait tomber en dessous de 2. Imaginez un avenir où chaque père de jeunes travailleurs doit financer sa propre famille, plus la pension et les soins d'un retraité. C'est une spirale mathématique sans issue. Pour payer les anciens, il faut taxer les jeunes. Mais si l'on taxe trop les jeunes, ils cessent de fonder des familles, ce qui vieillit encore davantage la population. Si vous voulez voir à quoi ressemble la fin d'un monde, ne cherchez pas du côté des zones de conflit. Allez dans la campagne italienne. L'Italie est le patient zéro de cette crise. En 2024, le pays a enregistré 370 000 naissances contre 650 et 1 000 disparitions. Pour chaque nouveau-né, près de 2 personnes ont quitté ce monde. Chaque région du pays compte désormais plus de cercueils que de berceaux.
Le résultat est un pays qui se vide physiquement. Des milliers de villages fantômes à travers le sud de l'Europe sont mis en vente pour un euro symbolique, dans l'espoir que quelqu'un, n'importe qui, vienne s'y installer. Mais personne ne vient. En Espagne, le phénomène porte un nom, la España vacía, l'Espagne vide. Plus de 3000 villages espagnols sont totalement inhabités. Les lumières sont éteintes. Les maisons sont vides. Et la vérité économique que Bruxelles préfère ignorer est implacable. Le capitalisme exige la croissance. La croissance exige des travailleurs. On ne fait pas tourner une économie de superpuissance quand la base de consommateurs se réduit de 200 000 personnes chaque année. La réponse officielle des bureaucrates est l'immigration. Importer des millions de travailleurs d'autres continents pour corriger l'équation. Sur un tableur, le calcul semble fonctionner. L'Allemagne, par exemple, a réussi à abaisser légèrement son âge médian au cours de la dernière décennie uniquement grâce à une immigration massive. Mais la migration de masse n'est pas un simple correctif technique que l'on branche et qui fonctionne. Elle s'accompagne de frictions sociales, d'instabilité politique et de coûts d'intégration qui dépassent souvent les bénéfices économiques attendus. On ne remplace pas une population qui a mis 1000 ans à forger sa culture par une colonne de chiffres sur une feuille de calcul en espérant que la société continue de fonctionner à l'identique. Le continent tente de compenser une défaillance biologique par une expérience sociologique, et comme le montrent les tensions observées dans plusieurs grandes villes européennes, cette expérience est loin d'être stable. Alors, si le tableau est si sombre, que dire des exceptions? Si vous regardez depuis Varsovie, Stockholm ou Copenhague, vous avez sans doute envie de protester. Et vous avez en partie raison. Il existe des points lumineux sur la carte. La Pologne d'abord. Tandis que l'Allemagne se désindustrialise, la Pologne connaît un essor remarquable. En 2025, l'économie polonaise a progressé de 3,6%. Comparé à l'Allemagne qui frôle la stagnation, c'est une fusée. La Pologne est devenue l'usine du continent, avec une fiscalité plus légère, une population travailleuse et un gouvernement qui croit encore à la construction. Sur le plan militaire, Varsovie consacre désormais plus de 4% de son PNB à la défense, le taux le plus élevé de l'OTAN, supérieur même à celui des États-Unis. Mais ce que nous observons en Pologne s'appelle la convergence. Le pays rattrape son retard. Il court pour atteindre le niveau où se trouvait l'Allemagne il y a 20 ans. Et surtout, le succès polonais reste enchaîné à la chaîne d'approvisionnement allemande. Si le moteur allemand cale définitivement, la transmission polonaise finit par s'arrêter aussi. La Pologne est un succès, mais pas un sauveur. C'est un canot de sauvetage attaché au paquebot. Ensuite, le Nord. La Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande. Ce sont, rapport qualité-prix, parmi les sociétés les plus impressionnantes de la planète. Haute technologie, haute confiance, haute richesse. Le Danemark à lui seul a engendré Novo Nordisk, le géant pharmaceutique dont la capitalisation boursière a dépassé à un moment celle de Tesla en 2024. Mais il faut regarder l'échelle. La population combinée de tous les pays nordiques avoisine les 27 millions d'habitants. C'est moins que le Texas. C'est nettement moins que la Californie. On ne construit pas une superpuissance mondiale avec la population du Texas. Les pays nordiques prouvent qu'on peut être riche, heureux et sans influence mondiale en même temps. Ce sont les résidences sécurisées du monde. Agréable, assurément. Capable de projeter une puissance suffisante pour peser dans un conflit majeur au Moyen-Orient ou dans le Pacifique. Certainement pas. Et c'est là que réside toute la tragédie de la situation européenne. Les pays qui ont la taille, l'Allemagne, la France, l'Italie, sont ceux qui déclinent. Les pays qui ont l'énergie, la Pologne, les Nordiques, sont trop petits pour tenir la barre. On ne construit pas un porte-avions avec des canaux de sauvetage. Alors, revenons à la question initiale. L'Europe s'effondre-t-elle? Si par effondrement vous imaginez une explosion comme au Moyen-Orient ou une dissolution brutale comme celle de l'Union soviétique, la réponse est non. L'Union européenne ne va pas disparaître demain. Mais si par effondrement vous entendez la perte lente, irréversible, de toute pertinence sur la scène mondiale, alors la réponse est oui. L'examen est terminé et le diagnostic est limpide. C'est un affaiblissement en 4 temps. La sécurité, le continent a sous-traité sa survie à l'Amérique et a oublié comment se battre. L'énergie, il a détruit sa propre base industrielle au nom de la vertu. L'innovation, il a choisi de réglementer l'avenir plutôt que de le construire. La démographie, il a tout simplement oublié de se présenter à la génération suivante. Ce qui nous attend, c'est un avenir vénitien. Dans les décennies à venir, l'Europe restera probablement un endroit très agréable. La nourriture sera toujours délicieuse. Les trains circuleront à peu près à l'heure. Les soins seront accessibles.
Le continent sera la première destination mondiale pour les touristes américains fortunés et les élites chinoises en quête de vacances. Mais ce sera un continent qui vit au passé. Un immense musée à ciel ouvert où l'on viendra admirer ce qui fut. On passera devant les usines qui construisaient autrefois les meilleures voitures du monde. On visitera les universités qui découvraient jadis les lois de la physique. On contemplera les parlements qui décidaient naguère du sort des nations. Il n'y a pas de honte à cela. Chaque empire finit par se retirer. Rome l'a fait. Les Ottomans l'ont fait. Les Britanniques l'ont fait. C'est désormais au tour de l'Europe de s'asseoir sous la véranda et de regarder le reste du monde jouer au jeu qu'elle a inventé. Un endroit merveilleux pour prendre sa retraite. Un lieu magnifique à visiter. Mais plus jamais l'endroit où l'avenir se construit.